qui touche les styles, qui touche aussi, bien entendu, tout ce qui est rapport aux technologies, à ce qui est à la mode. Les adolescents sont entrés dans une course en avant par rapport à la définition de leur propre culture. Et ça aussi, bien entendu, ça vient transformer les horizons temporels. Projet, donc rite de passage, risque, projet. Et le troisième, bien entendu, ce qu'Olivier Galland a appelé la société de l'expérimentation, c'est-à-dire l'expérimentation pour faire des choix, pour avancer lentement sur le chemin de l'autonomisation, faire des tests, se mettre dans des identités multiples pour essayer de voir qui je peux être, qui je devrais être, qui je peux valider aussi dans le regard des autres. Et ça, c'est une question très importante. Au Québec, il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années qui nous disait ceci, des 18-24 ans. 19% ont eu une relation homosexuelle au moins une fois dans leur vie. 23% ont eu une relation à 3 ou plus au moins une fois dans leur vie. Et là, à chaque fois, je suis tenté de dire, ne pensez pas que c'est exclusivement au Québec. Hein? Parce que c'est bon, voilà. Parce que ça passe à l'esprit. Bon, c'est vrai que je n'ai pas trouvé les chiffres équivalents en France, mais bon. Mais ça nous dit quelque chose sur l'expérimentation, c'est-à-dire cette phase de test, cette phase de test des identités ici dans le domaine de l'identité et de la sexualité. Il y a une chose très importante dans cette société de l'expérimentation et des tests, c'est que la validation de ces choix ne va pas de soi. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on impose à nos adolescents de faire des choix pour se construire. Ils entrent dans des phases d'expérimentation, font des tests, mais doivent faire valider leurs choix finaux. Évidemment, vous voyez que pour des raisons analytiques, je vous parle des prises de risques, je vous parle des projets et je vous parle de l'expérimentation. Mais dans les faits, on le sait très bien si vous côtoyez des adolescents, nous ne sommes pas dans des modèles uniques. C'est-à-dire que la plupart des adolescents d'aujourd'hui sont dans une hybridation de ces trois modalités du passage à l'âge adulte, passant de projet à mise en danger, à expérimentation, etc., etc., etc. Peut-être, mais ça, c'est aux psychologues cliniciens et aux intervenants de me le dire, mais peut-être justement qu'aujourd'hui, le rôle de l'accompagnement, c'est de ramener ces adolescents dans le projet dans des moments où il y a une perte de confiance, une difficulté à s'engager sur le long terme. Je vous ai parlé d'invariants anthropologiques, mais avant de vérifier comment ces trois modalités du passage à l'âge adulte s'incarnent dans des pratiques numériques, je vous propose de quand même regarder un peu qu'est-ce qu'on observe du point de vue sociologique de la société hypermoderne. Bon, je sais que le débat aujourd'hui n'est pas autour de postmoderne, hypermoderne, ce n'est pas la question, mais bon, l'hypermodernité pour aujourd'hui, disons. Donc, dans la société hypermoderne décrite par Nicole Aubert, on met l'accent sur le rapport au temps, entre autres, et sur trois cultes qui me semblent très importants, peut-être pour comprendre la société en général, mais sûrement pour essayer de clarifier la position singulière de l'adolescent dans le monde contemporain. Ces trois cultes sont les suivants, ça a été d'ailleurs évoqué ce matin, le culte de la jeunesse, le culte de l'urgence et le culte de la performance. Le culte de la jeunesse, on l'évoque très souvent, le jeunisme, cette idée que la jeunesse, c'est quelque chose de survalorisé, va un peu dans la continuité de ce que je vous ai dit à propos de Margaret Mead au début. C'est-à-dire qu'on a assisté non seulement du passage de la transmission à sens unique au passage d'une société de la négociation, mais on passe aussi d'une société de survalorisation de ceux qui, autrefois, devaient se taire dans le rapport intergénérationnel. Et vous avez précisément ce jeunisme, bien sûr, qui s'incarne dans un rapport au corps tout à fait singulier, soit jeune, soit beau. Et généralement, on préfère se faire dire qu'on est un peu plus jeune que ce qu'on est en général, qui est quand même un symbole assez fort de ce culte de la jeunesse. Posons-nous la question un instant de l'impact du culte de la jeunesse sur les adolescents. C'est-à-dire, quel est ce discours que nous développons, auquel nous participons tous? Quel est l'impact de ce discours sur les plus jeunes? Eh bien, une chose est certaine, c'est que depuis une quinzaine d'années, dans les entretiens que nous menons, nous voyons de plus en plus
de jeunes qui ne veulent pas grandir, ou du moins qui ne veulent pas s'identifier à l'âge adulte. C'est-à-dire que de plus en plus, le passage adolescent se vit sur la distinction par rapport aux enfants, davantage, et moins sur le fait de s'associer aux adultes. Je vais vous donner des exemples très concrets. On a mené des enquêtes sur les films, sur la consommation des films. Les adolescents que nous rencontrions ne nous disaient pas « je regarde des films d'adultes ». Ils nous disaient « je ne veux plus regarder des films d'enfants ». Et vous avez toute une série de micro-comportements qui montrent que la distinction par rapport à l'enfance devient, semble-t-il, plus importante que l'agrégation auprès des adultes. Il y a bien sûr des discours plus radicaux par rapport à l'adulte qui est quand même assez déprécié. Ce que ça nous dit, et ça interroge chacun d'entre nous, peu importe notre discipline, c'est que la sensation de perte, qui est tout à fait, je dirais, normale, la sensation de perte lorsqu'on grandit ne semble pas compensée significativement par une sensation de gain pour de plus en plus d'adolescents. C'est une tendance générale qu'on observe. La deuxième chose, le culte de l'urgence, très, très important, va bien sûr être très, très lié à ce culte de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on nous parle de plus en plus comme de l'adolescence, comme d'un temps compté. Un temps destiné à passer très rapidement, à s'effriter, un temps compté et donc qui ouvrirait la porte aux expérimentations. Fais-le maintenant, sinon il sera peut-être trop tard, quand tu seras adulte, quand tu auras un boulot, etc., etc., etc. L'intériorisation progressive par une génération du fait que grandir est associé à une perte, une fois de plus. Culte de l'urgence. Le culte de la performance, bien sûr, qui a été évoqué depuis déjà très longtemps par Ehrenberg et qui touche de plus en plus les jeunes. Au Québec, il y avait une étude il y a quelques années qui montrait que le taux de stress montait à l'âge de 17 ans, il y a quelques années encore. Maintenant, c'est plus vers l'âge de 14 ans et demi. Le stress est vécu de plus en plus tôt par toute une génération, du fait, entre autres, du culte de la performance. Le culte de la performance, bien entendu, quand on l'évoque, la première chose à laquelle on pense, c'est bien entendu la maximisation du temps. C'est-à-dire, pour le dire concrètement, fais du violon le lundi soir, fais du sport le mercredi, La maximisation du temps, le fait d'exceller dans plusieurs domaines, justement d'expérimenter sur plusieurs fronts à la fois. Mais Ehrenberg nous rappelle un truc encore plus important, un élément fondamental, c'est que le culte de la performance touche l'identité. Le culte de la performance, c'est soit quelqu'un avec un grand Q, un Q majuscule. C'est deviens quelqu'un avec un Q majuscule. L'adolescent d'aujourd'hui est bien sûr responsable de ses choix, il est responsable de ses réussites, mais bien souvent, il vit ses échecs dans la même vision. Et ce qu'on voit apparaître, et les enseignants vous le diront, ce sont de plus en plus des comportements d'auto-sabotage. Il vaut mieux maîtriser un 8 que risquer de ne pas avoir le 16. C'est des choses qu'on observe, qu'on me renvoie en permanence. Culte de la performance qui touche l'identité. Chose très importante ici, c'est qu'une fois de plus, le culte de la performance touche la reconnaissance. Fais des choix, avance, sois quelqu'un avec un Q majuscule, mais fais valider tes choix. Le choix provisoire ou déterminé de l'homosexualité en est un bon exemple. Des adolescents se revendiquent homosexuels, cherchent un interlocuteur pour valider leur choix dans une société qui leur dit de choisir, ne trouvent pas nécessairement cet interlocuteur, cette reconnaissance, et on connaît bien entendu les dommages que cela pose en termes de tentatives et de suicides que nous observons actuellement partout en Occident. Donc, petit détour anthropologique, petite analyse sociologique, pour en arriver au cœur du sujet, c'est-à-dire que les prises de risques, le projet et les expérimentations se retrouvent massivement dans les pratiques numériques de nos adolescents, ce qui ouvre la porte à une socio-anthropologie de l'adolescence, mais une socio-anthropologie de l'adolescence hyper moderne. Donc, revenons. Je vais prendre l'exemple plus spécifique
de la production et de la diffusion de vidéos et photos numériques. C'est l'avant-dernière recherche que j'ai menée. Et pendant cette recherche, qu'est-ce qui a été important pour nous? Disons-le franchement, il est quand même assez étonnant dans une société où les adolescents produisent et diffusent massivement des images que nous assistons à la multiplication des commentaires, des analyses et très peu de terrain. Très peu de terrain. Très peu d'analyse de la parole des adolescents qui vont nous dire quel est le sens de leur pratique. Beaucoup de commentaires, beaucoup de lieux communs qui se diffusent un peu partout à travers les médias et qui ont le défaut de nous faire peur et peut-être pas aux bons endroits. C'est-à-dire qu'ils suscitent de l'inquiétude, peut-être pas aux bons endroits, alors on va essayer ensemble de réajuster cette petite aiguille de l'inquiétude. La prise de risque. Évidemment, il existe des prises de risque sur Internet, mais c'est assez intéressant de voir qu'est-ce que les jeunes nous en disent eux-mêmes. J'en ai retenu 3 pour aujourd'hui. La première, ce sont les transformations corporelles délibérées. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, si vous avez un peu lu justement des anthropologues comme Denis Jeffrey ou David Le Breton ou Thierry Gauguel-Dalondance, que depuis les années 80 et 90, les adolescents de plus en plus s'attaquent ou modifient leur corps pour revendiquer une certaine forme d'autonomie. Hein? Tatouer son corps, perçage, etc. Perçage ou piercing, bien entendu. Ce qui est intéressant avec l'apparition du numérique et sa démocratisation, c'est qu'on voit que l'appareil numérique est souvent utilisé comme support pour trouver un interlocuteur qui va valider cette transformation. Les jeunes que j'ai rencontrés dans le cadre de mon enquête m'ont nommé les piercings, les tatouages, mais aussi, et de façon un peu plus triviale, la coupe de cheveux. Tous les jeunes, à un moment donné, se sont coupés les cheveux, ont changé de style, ont teint leurs cheveux, et à chaque fois, on fait la même chose. Pris une photo et l'envoyer pratiquement dans les minutes qui suivent à un interlocuteur. On le voit très bien, encore une fois, l'idée est de faire une transformation, de signifier le changement, la volonté de grandir, mais en maîtrisant cette idée de grandir dans un monde où tout semble de plus en plus instable, pour chercher un interlocuteur qui va valider, bien entendu, cette transformation. Bien entendu, on pourrait parler du rôle de Facebook, mais ce n'est pas la question qu'on va développer ici. Deuxième chose, bien entendu, que vous voyez autour de vous, c'est la question de mettre en jeu son image. La question du sexto est en ce sens très intéressante. Donc, le sexto, pour ceux qui n'en ont pas encore reçu ou envoyé, donc le sexto est une image à caractère sexuel produite et envoyée à un tiers, hein, par téléphone portable, bien entendu, la plupart du temps. Assez intéressant parce que le sexto a fait... bien sûr, et je dis que les questionnements sont tout à fait légitimes, mais les rares enquêtes qui ont été faites aux États-Unis et dernièrement au Québec et une en France aussi, nous montrent quel est le sens qui est mis derrière tout ça. Prouver sa valeur, prouver son amour, répondre à une demande de son petit copain ou de sa petite copine. La plupart du temps, les cas de figure sont les suivants. Je reprends l'expression d'un document canadien que j'ai trouvé assez bien. La plupart du temps, le sexto est envoyé pour entrer dans une relation romantique. Vous voyez que le mot « amour » a été scrupuleusement mis de côté. Hein? Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? L'idée n'est bien entendu pas de banaliser le phénomène, mais ça nous dit une chose importante, c'est que les adolescents, de plus en plus massivement, sont en déficit de rites d'interaction. Les rites d'interaction. Ces manières que nous avons d'entrer en contact. Ce matin, nous avons parlé du petit bisou. Hein? Le petit bisou, parfois, c'est aussi un rite d'interaction, c'est-à-dire on ne connaît pas la personne et petit bisou. Et il y a un premier contact qui vient de s'effectuer. Nous avons tous des rites d'interaction socialement partagés, des fois partagés dans des petits groupes, des poignées de main, des codes, des références, etc. Ce que ça nous dit ici, c'est que de plus en plus, des adolescents qui ne réussissent pas à répondre à la question du comment. Comment je fais pour rencontrer l'autre? Comment je fais pour rompre? Comment? Vont s'approprier massivement les technologies de l'information et de la communication pour se réinventer des nouveaux rites d'interaction. Le sexto en est un. Bien entendu, il laisse des traces.
tout à fait d'accord. Mais il faut avant tout comprendre la signification donnée par certains adolescents. Donc, façon de mettre en danger, parce que bien sûr, on donne son image, mais c'est précisément la valeur que prend le sexto aux yeux de plusieurs ados, c'est-à-dire comment signifier sa confiance. Autrement dit, si le risque de diffusion n'existe pas, la symbolique de la photo donnée n'est pas la même. Si je donne une photo de quelqu'un de moi dans une situation compromettante, elle a précisément de la valeur comme lien de confiance s'il existe un risque de la diffuser. Et nous sommes ici dans une anthropologique très importante, c'est-à-dire que ça nous révèle des choses beaucoup plus importantes et questionnantes que le fait de voir des photos apparaître sur Internet. Ça nous révèle déficit de rythme d'interaction, déficit de rythme d'engagement, difficulté parfois à signifier sa confiance. Donc, on revient dans le registre du relationnel. Troisième forme de prise de risque, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ordalie 2.0. L'ordalie, développée par Marc Valeur, mais aussi David Le Breton, l'ordalie est cette anthropologique, cette idée suivante, que dans des conduites à risque, lorsqu'on se met en danger, on s'en remet à une instance supérieure, le hasard, le destin, et c'est cela qui décidera de notre sort. Si vous travaillez avec des adolescents fragilisés, vous connaissez l'ordalie, c'est-à-dire des jeunes qui vous diront « J'ai pris un risque et ce jour-là, je me suis dit que c'est le hasard qui allait décider. J'ai eu des relations sexuelles non protégées. Ce jour-là, je me suis dit que c'est le destin qui allait décider. » L'ordalie telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, on assiste à une ordalie 2.0, c'est-à-dire des jeunes, certains jeunes qui probablement mériteraient une attention particulière. Certains jeunes vont justement mettre leur image en jeu et ne vont pas chercher sur Internet un interlocuteur singulier, un ami désigné, ne vont pas chercher la communauté relativement restreinte des amis Facebook, mais vont diffuser leur image massivement sur YouTube et chercher peut-être une limite structurante dans des commentaires qui proviendra d'un regard anonyme, celui de la communauté des internautes. Donc, il faut toujours se rappeler, lorsqu'on parle des pratiques du numérique, de à qui l'adolescent voulait s'adresser. Quel interlocuteur il cherchait, puisque sur Internet, ils sont multiples. Moi, je termine rapidement. La question du projet, donc je fais très vite, je vous promets. Le projet, pour faire très rapidement, on se rend compte qu'on est sur le registre du projet intime. C'est-à-dire deux choses à retenir. La photo et la vidéo est utilisée sous le mode de l'acquisition de compétences ou sous le mode de la révélation de soi. C'est-à-dire, le mode de la compétence, c'est celui que vous voyez pendant les Jeux olympiques. C'est-à-dire que les athlètes font leurs activités, font leur sport, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent à l'écran pour juger de leurs compétences. C'est ce qu'on voit apparaître massivement avec le skateboard, entre autres, les sports extrêmes, mais aussi la pratique de certains arts comme le chant, etc. Donc, se confronter au tribunal de l'image pour acquérir des compétences, parfois en groupe, nous n'avons pas le temps. La découverte de soi, l'idée très intéressante, je ne dis pas, on est dans l'ordre de la subjectivité, on est d'accord, l'idée que si je me filme ou me photographie, je peux subjectivement avoir accès au regard que l'autre porte sur moi, subjectivement. Je peux avoir accès au regard que l'autre porte sur moi et ainsi me découvrir d'un autre point de vue. Bien sûr, ça a bien sûr des conséquences aussi dans l'intimité, puisque vous avez des jeunes qui m'ont dit « Oui, mais si je me laisse filmer par ma petite copine ou mon petit copain, c'est une bonne façon de savoir qui je suis dans son regard lors de relations sexuelles. » Ce qui est important de se souvenir, c'est que ça ne touche pas seulement l'intime. Ce sont des modalités d'existence qui embrassent l'ensemble de l'existence et qui touchent parfois aussi l'intime pour certains jeunes. Et finalement, l'expérimentation, je passerai rapidement, mais on peut dire qu'on expérimente de nouveaux contextes interactionnels, c'est-à-dire que quand on allume un appareil numérique, on transforme l'ambiance, je vais passer très vite, mais aussi on va tester des nouvelles formes de médiatisation des interactions en se mettant en retrait, en filmant, en photographiant, je passe très, très rapidement.
Je vais juste conclure. Je conclue avec une dernière phrase, hein. Juste pour vous dire que là, nous sommes passés très rapidement sur l'ensemble de ce que peut être l'adolescence hypermoderne et non digitale native, parce que vous voyez bien qu'on revient dans l'ordre du relationnel. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être des spécialistes de Facebook pour retourner vers les ados, parce que ce sont des choses qu'on entend maintenant parler. C'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'adultes, parfois nous creusons le fossé des générations. Or, il me semble qu'en prenant le temps de retourner à des études qualitatives, en prenant le temps d'analyser la parole de ces ados, nous pouvons rebâtir des ponts entre ce fossé de génération qui n'est quand même pas insurmontable. Je vous remercie pour votre attention.